Professeur Julien Nimubona, bonjour. Bonjour, Madame Inès. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a débuté en date du 22 octobre l'enregistrement des électeurs, une activité programmée sur 10 jours. En moins même de 5 jours, les autorités du pays ont décidé de forcer la population à se faire inscrire. C'était après avoir constaté qu'il n'y avait pas de l'engouement. En tant qu'expert politique, quelle lecture avez-vous faite d'abord de cette réticence des Burundais à se faire inscrire pour pouvoir participer aux prochaines élections? Euh, la première grande lecture que j'ai faite, c'est une profonde crise, une crise multidimensionnelle, mais la plus importante, c'est une crise de sens de la politique, une crise des idéologies mobilisatrices qui, jusque-là, étaient utilisées par les acteurs politiques pour mobiliser la population. Alors, la première grande crise est donc une crise idéologique. Euh, Quand on regarde bien les élections depuis 1993 jusqu'en 2015, en 2020 d'ailleurs, les populations étaient mobilisées sur base d'un clivage unique, identitaire, de nature ethnique. Et la population avait été sensibilisée sur l'idée que on sera mieux, on sera au ciel si on est gouverné par les siens ethniques. Et ça a continué à chaque élection. On rappelait constamment cette identité. En 2020, la dernière élection, je me souviens que c'était l'argument du parti CNDD-FDD contre Agathon Rwasa, dont on disait qu'il charriait, qu'il était en quelque sorte le cheval de Troie des Tutsis pour revenir au pouvoir. Et de cette manière-là, on l'a, si vous voulez, cassé. Euh, En plus, évidemment, des fraudes qui vont suivre. Entre 2015 et 2020, le CNDD-FDD ayant constaté que l'argument idéologique ethnique ne marchait pas vraiment pour continuer à mobiliser, il avait alors inventé un dérivatif que j'appelle l'ethnonationalisme régional. C'est un populisme très connu dans la région. Ce populisme ethno-nationaliste consistait à dire que l'ennemi du Burundi, il est à l'extérieur du Burundi. C'était le Rwanda avec les Bakoloni et les Bazungu qui se sont alliés pour tenter de renverser les institutions et le pouvoir que le peuple majoritaire avait mis en place, le pouvoir démocratique. Euh, Jusque très récemment, avec l'intervention du Burundi au nord Kivu, eh ben, c'est sur base de cette idéologie même. Mais on se rend compte que ça ne veut pas, ça fait pas manger la population. On s'est rendu compte que pendant toutes ces années-là, il a manqué de tout, surtout à partir de 2015 avec les sanctions que le Burundi a subies. Il a manqué de tout. On s'est rendu compte que l'idéologie populiste, ethno-nationaliste, ne nourrit pas, ne donne pas le sucre, ne réduit pas les prix, ne donne pas les devises pour avoir le carburant, pour avoir les médicaments. Et donc, le pays se trouve, du point de vue socio-économique, dans une situation catastrophique et la population le voit. C'est ce que donc j'appelle une crise idéologique. Et on se rend compte que les élites politiques qui nous gouvernent, de tous les partis politiques,
n'ont pas inventé une autre idéologie mobilisatrice. On continue dans cette polémique, dans cette ressource ethnique dont on sait qu'elle ne fait pas manger la population nulle part au monde. Voilà la première crise majeure, selon moi, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus mobilisés pour aller voter. Le danger dont on parlait, l'ennemi voisin, l'ennemi ethnique, n'est plus là, en quelque sorte. Et on pourrait dire, il y a un vide sur l'objet du malheur que la majorité de la population vivait. Deuxième crise majeure, c'est une crise économique. Euh, c'est une crise économique qui est structurelle. Les gens banalisent en disant, oui, il y a de la mauvaise gestion, oui, il y a de l'embargo, oui, il y a des détournements, il y a une constitution d'oligarques qui ne font que piller l'économie burundaise. Mais même en situation de bonne gouvernance, vous avez un pays qui a des limites. Mais il faut que les élites, il faut que les dirigeants l'acceptent et le reconnaissent. Euh, le remplacement de ce populisme ethno-nationaliste qui ne marchait plus a fait que le président Évariste Ndayishimiye a cherché une autre piste d'idéologie mobilisatrice, c'est l'idéologie du développement. Ce que j'appelle un mythe du développement économique avec cette histoire de vision 2040, vision 2060. Sauf que deux conditions manquent terriblement. La première condition, c'est que on ne peut pas avoir un développement économique si on n'a pas une solution à la fragilité de l'État-nation. C'est-à-dire si on n'a pas une solution durable pour les questions politiques, de réfugiés politiques, d'intégration des communautés identitaires dans le système politique, qui entretiennent, si vous voulez, ces divisions qui continuent d'entretenir des méfiances à l'égard du système politique et qui contiennent, si vous voulez, les investisseurs qui voient que le pays ne se stabilise pas. Il y a des menaces sur le pays. Ça, c'est la première condition. Il faut d'abord résoudre la question de la fragilité de l'État-nation pour prétendre avancer vers le développement. Deuxième condition qui manque, ce sont les ressources économiques. La vision 2040, 2060 demande, exige beaucoup d'immenses ressources économiques. Sur le plan intérieur, qu'il faut mobiliser notamment en jouant sur l'extraordinaire bonne gouvernance que l'on n'arrête pas de clamer, mais deuxièmement, qui demande une ouverture à la communauté internationale. Ça, c'est le piège de la fameuse souveraineté dont dont nous jouissons selon les politiques, mais son discours sur la souveraineté a des limites, on le voit très bien. On ne pourra pas avancer sur ce terrain-là aussi si on n'a pas relevé le défi des bonnes relations diplomatiques qui commencent par les bonnes relations politiques intérieures et cela permettra aux partenaires burundais, aux amis du Burundi, de venir au secours pour le financement du développement économique et social. La troisième crise que je vois, c'est une crise politique et institutionnelle. Alors, quand, je l'avais déjà dit, moi, lorsque en 2018, on amende la Constitution, on amène des mandats de 7 ans pour le président, des mandats de 5 ans pour les législatives, c'est-à-dire pour l'exécutif, pour le gouvernement. J'ai crié en disant attention au conflit entre l'exécutif et le législatif. J'ai donné des exemples du Niger,
lorsque ils avaient importé le modèle constitutionnel de la Cinquième République française, que même ce pays a abandonné en adoptant la concordance des mandats de 5-5 pour le président et pour les législatives, eh bien, ils ont voulu construire une constitution taillée sur mesure. C'était pour le président Pierre Nkurunziza qui devait être un roi éternel. Maintenant, on a un président, qui a ses 7 ans, et donc qui n'est pas impliqué dans la campagne électorale de 2025. Et une situation ubuesque parce qu'on se rend compte aussi que les conflits internes au parti au pouvoir jaillissent sur le contexte. Donc, le mode de scrutin et les mandats qui ont été mis en place bloquent aujourd'hui la mobilisation électorale. Les Burundais savent se mobiliser quand il s'agit d'élire un président. Ils le font moins quand il s'agit des députés et des élus communaux, parce que par ailleurs, comme vous le savez, ces députés sont élus sur base d'une liste bloquée. Donc, on élit des partis, pas des personnalités. Donc, les candidats individuels qui devraient normalement mobiliser chez eux, colline par colline, maison par maison, ne le font pas parce qu'ils sont adoubés par leur parti politique. Ils doivent leur allégeance aux états-majors du parti, au président du parti, plutôt que à leurs électeurs. Ils le savent, ces électeurs, ils le voient. Ils voient l'inefficacité de ces personnalités à la base parce qu'ils voient qu'ils rendent compte ailleurs, y compris, vous vous rendez compte, les administrateurs qui sont extraits des listes des conseillers communaux. Ça, c'est une crise institutionnelle. Une crise politique qui accompagne, c'est ce que j'évoquais, c'est alors la question de l'État. On a l'impression que nos élites ne savent pas ce que c'est l'État. L'État est confondu avec un instrument au service d'un groupe, au service d'individus. Les marchés publics sont attribués à des individus qui, en retour, vont pantoufler les élites du parti au pouvoir ou vont financer le parti au pouvoir et ça devient une complexité au niveau de la corruption généralisée de l'État et par conséquent, cet État devient protecteur uniquement des membres du parti majoritaire ou alors des potentats, des oligarques qui contrôlent l'économie, l'armée et l'administration. Du coup, la population le voit. Il voit très bien que l'État est privatisé. L'État est aux mains d'un certain nombre d'individus qui en profitent, tandis qu'elle est délaissée à elle-même. Cette crise de l'État pose aussi le problème, effectivement, donc, qui m'appelle à aller voter? Pour qui? Pour qui? Sur qui vais-je m'accrocher? Qui va me protéger? Qui va nous égaliser tous? Lorsqu'on voit les services de la documentation entrer dans le V des gens et il n'y a pas de poursuite. Cet État partisan est devenu un État partial. Et cet État partial-là crée, et ce, depuis longtemps, quand même, depuis longtemps, depuis même le régime à parti unique, crée l'impunité des crimes. Et c'est cette impunité des crimes qui fait que on fait ce qu'on veut. On dit, bah, si vous n'allez pas voter, vous n'irez pas au marché, vous n'allez pas manger. On fait ce qu'on veut. Et donc, cela crée un climat de confiance malsain. C'est ce que j'appelle la crise de confiance.
dans les autorités politiques, dans l'État. Et comme les dirigeants de l'État savent qu'ils ne sont pas efficaces sur le plan socio-économique et sur le plan politique, ils n'ont plus d'instruments de mobilisation, je viens de le montrer, idéologique, politique, institutionnel, eh bien, ce qui reste, c'est la peur qui envahit les gens. Et l'État n'a plus d'autres ressources que de recourir à la violence, y compris physique, pour amener les gens à aller voter. Voilà comment je vois cette crise majeure, fondamentale, qui fait que entre la population et l'État, entre la population et les politiques, il y a une crise profonde de confiance liée à l'inefficacité, un, du discours mobilisateur, deux, aux satisfactions socio-économiques que l'on peut tirer de la gestion de l'État. Ah oui, professeur, vous venez de nous décrire cette crise multidimensionnelle à l'origine de la réticence que les Burundais, le monde a observé des Burundais. Et le gouvernement a opté, vous venez aussi d'en parler, d'utiliser la force pour avoir ces chiffres élevés. D'électeurs, mais cela ne risque pas d'aggraver cette crise de confiance dont vous venez de parler. Mais absolument, absolument, lorsque un pouvoir est contraint, obligé de recourir à la force, cela montre quelque part des dysfonctionnements au niveau légal, au niveau persuasion. Or, les populations adhèrent d'autant plus facilement qu'elles sont convaincues de la démarche suivie. Le recours à la violence n'est jamais une démarche acceptable. Donc, ça va accroître le fossé entre la population et le pouvoir, sachant que ce recours à la violence se fait en dehors de la loi. La Constitution, le code électoral n'oblige pas la population à aller se faire inscrire ou aller voter. Mais qu'est-ce que le pouvoir cherche? À avoir le maximum d'inscrits. Il y a premièrement, bien entendu, on peut positiver ça en disant il cherche à montrer qu'il a une capacité de mobilisation et qu'il a été élu par la majorité de la population. Mais dans l'autre sens, et c'est ça que je crains, c'est plutôt pour justifier deux grandes sources de conflits électoraux. C'est le bourrage d'urnes, c'est-à-dire pour aller justifier si lors du vote, les gens s'abstiennent, sont restés chez eux, on dira quand même qu'il y a eu vote. Donc, on fait le bourrage d'urnes. Ou alors, deuxième utilisation, c'est que on va aussi faire de l'emplacement. C'est-à-dire, si tout ce monde-là a voté contre le pouvoir, on se garde d'avoir des bulletins bien remplis qui vont, qui sont mis euh, euh, dans d'autres, dans d'autres isoloirs et qui vont remplacer les votes contre le système. Donc, il faut avoir les deux orientations, sinon on ne voit pas pourquoi on empêcherait les électeurs burundais de s'abstenir, d'aller se faire inscrire s'ils ne voient pas d'issue positive pour leur vie quotidienne. Oui, vos recherches vous ont amené à classer l'électorat burundais en trois catégories. Une majorité qui vote
selon l'ethnie, la deuxième catégorie qui vote par clientélisme et une minorité des intellectuels plus rationnels. Euh, Avec ce faible taux d'inscription, tel que vous l'avez décrit, on pourrait parler d'une prise de conscience. Peut-on s'attendre à un changement de catégorisation de l'électorat burundais? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que... euh, d'abord, déjà, il faut attendre la fin de la période d'inscription pour conclure. Mais je pense que si les Burundais ne se sont pas mobilisés pour aller se faire inscrire assez tôt, ce n'est pas parce qu'ils ont dépassé le clivage ethnique. Je ne le crois pas. Ils ne sont pas devenus rationnels. Ils ne sont pas devenus des intellectuels critiques. C'est simplement en dégoût en dégoût par rapport à un mensonge, par rapport au comportement de leurs congénères, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui revendiquaient les représenter ethniquement. Euh, donc, les études que je réalise depuis au moins 1993 jusque très récemment en 2020 montrent très bien que vous avez une superposition de culture politique. Il y a toujours une couche de culture politique ethnique très dominante parce que, en fait, c'est la grande majorité de la population qui n'a pas eu la chance d'être formée pour être critique par rapport au discours, par rapport à l'efficience du pouvoir politique. Vous avez ensuite, et ça c'est généralement dans les couches intermédiaires, ce qu'on appelle en anglais les intellectual peasants, c'est-à-dire les intermédiaires, moniteurs agricoles, enseignants d'écoles secondaires, primaires, et même des fonctionnaires, des cadres qui sont dans une configuration que nous appelons dépendance verticale à l'égard du pouvoir, à l'égard de ceux qui gouvernent, parce qu'ils ont besoin de manger et de boire, parce qu'ils ont besoin d'exister socialement. Et ceux-là, ils font allégeance au pouvoir institué. Donc, ce sont les clients du patron au pouvoir. Et ceux-là ne sont pas critiques. Parfois même, on trouve parmi eux les chiens de garde, comme je les appelle, c'est-à-dire les grands défenseurs du pouvoir en place. Ils ont toujours existé. Et ça, c'est une culture burundaise très, très monarchiste, où vous avez des clients de patrons. Et à tous les niveaux, le président a ses clients, le ministre a ses clients, jusqu'au chef de colline qui a également ses clients. Ceux-là, ils ne sont pas critiques, ils suivent tout simplement le réseau comment dire, du patronage. Enfin, vous avez effectivement dans les villes chez les intellectuels de l'extérieur, des gens qui sont plutôt rationnels. D'ailleurs, dans les analyses que j'ai entendues à propos de ce taux d'abstention des inscriptions, j'ai entendu beaucoup de gens dire non, 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 c'est parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ne voient pas de résultats, parce que, bon, on juge le comportement de la population sur base de l'insatisfaction socio-économique. Je ne suis pas sûr que ce soit cela la grande explication. Les intellectuels sont plus avancés que la grosse, grosse majorité de la population qui est aujourd'hui plutôt déçue, mais qui n'auront pas avec la culture politique majoritaire. Ah oui, et que devraient comprendre les dirigeants actuels du pays et qu'est-ce qu'ils devraient faire face à ce signe, à cet indicateur donné par les électeurs? Je pense que le pouvoir devrait absolument être attentif. Ce n'est pas seulement le pouvoir.
c'est aussi l'opposition. C'est aussi toutes les élites. Quand je dis il y a une crise de sens, il y a une crise d'idées mobilisatrices, il faut les créer. Et ça, c'est pas seulement au Burundi. Regardez les démocraties occidentales. Ce sont les populismes racistes, ce sont les peurs que l'on mobilise. En France, l'extrême droite, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis avec Donald Trump, etc. Donc, un peu partout, lorsque les idées, les les idéologies libérales classiques ou socialistes classiques qui inspiraient le développement ne sont plus efficaces pour satisfaire les besoins de plus en plus croissants des populations, eh bien, les élites fuient vers les populismes. Alors, chez nous, les populismes que nous avons connus, j'en ai parlé tout à l'heure, dans la région des Grands Lacs, le populisme ethno-nationaliste est à l'œuvre autour du conflit congolo-régional. Et au Burundi, il a commencé en 2015. Eh bien, ce discours n'est pas porteur. Ce discours ne résoudra pas les problèmes extrêmement urgents, pressants que vivent les populations burundaises. Et je crois que les élites qui voudraient bien gouverner ce pays ont davantage intérêt à penser à des valeurs de gestion de l'État. On parle souvent de bonne gouvernance, mais on n'a pas toujours le contenu. On parle de recours aux valeurs traditionnelles, mais on n'a pas toujours le contenu opérationnel en ce moment où nous faisons une sorte de transition vers la mondialisation et on parle, n'est-ce pas, de tourner vers les valeurs du développement occidental. Ce n'est pas non plus ça. Ça, c'est encouragé par les théoriciens des technologies de l'information et de la communication. Il faut beaucoup plus penser à de nouvelles idées, à de nouveaux systèmes de gouvernance propres à nos sociétés. Je pense que l'accord d'Arusha avait jeté les premières bases. Malheureusement, on semble écarter cette plateforme qui était un bon point de départ qui mérite aujourd'hui d'être refondée et repensée. Oui, dernière question, le vote attend de voir. Les élections sont la meilleure voie de changer les dirigeants. En tant qu'expert politique, faut-il poursuivre les préparatifs et aller jusqu'aux élections 2025 et 2027 malgré la grande crise multidimensionnelle que vous venez de décrire? Quelle est la solution idéale? Quel est l'idéal selon vous pour le pays et qui est faisable aujourd'hui? Hélas, je ne crois pas qu'on ait le temps euh, pour laisser les chances d'une issue agréable. Euh, on aurait pu penser, et ça je le dis depuis dans un certain nombre d'années, on aurait pu penser que le président de la République, Évariste Ndayishimiye, commence par ce que j'ai appelé la résorption de la fragilité de l'État-nation, avec, n'est-ce pas, la résolution d'une crise politique majeure, notamment en organisant un dialogue ouvert à toutes les couches de la population et à des réfugiés, à des gens qui ont été spoliés quasiment de leur nationalité, de leur pays, suite au conflit de 2015, mais qui est lui-même conflictuel entre les élites politiques, qui n'est pas tranché, contrairement à l'opinion du gouvernement. Et on aurait aimé commencer par là et ensuite engager le processus démocratique et les élections en toute sérénité. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on reporte ces élections, on tombe dans ce qu'on appelle le vide constitutionnel et institutionnel.
Est-ce que nos élites sont armées pour résoudre ce genre de crise? Je n'en suis pas sûr. Pour autant, est-ce qu'on va vers la démocratie avec ces élections-là? J'ai eu l'occasion de le dire. L'armée n'a jamais démocratisé nulle part. Nous sommes gouvernés par des généraux, tout le monde le sait. Mais en plus de ça, si j'analyse la culture politique du parti majoritaire au pouvoir, les chansons des militants, les discours des leaders de ce parti, ils vous disent clairement, Charatuvunye Nituzokekura. C'est-à-dire, nous avons lutté âprement pour cette victoire, nous ne lâcherons pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attitude d'ouverture. Ça veut dire que on organise des élections, mais un bon analyste sait que on va vers, quoi qu'il arrive, une reconduction du même pouvoir. Il peut être malin en redistribuant 2, 3, 4, 5 positions à certains partis pour montrer à l'opinion internationale que il est ouvert, mais loin de moi de penser qu'il y aura des élections sincèrement démocratiques telles que nous définissons la démocratie et les élections telles que nous l'entendons, ce ne sera pas ça. Quelle projection faites-vous du Burundi d'ici 2027, disons, après les présidentielles? Moi, j'en appelle à la grande responsabilité des élites qui sont au pouvoir aujourd'hui, à celles qui sont dans l'opposition et à tous les amis du Burundi, je veux dire des Burundais eux-mêmes, des intellectuels, à se mettre en tête qu'il faut un changement. Il faut un changement. Maintenant, il faut le penser. Il faut le penser. J'aime pas les changements qui ne sont pas pensés, qui sont brutaux, comme on l'a vu en 2015, n'est-ce pas, des gens qui ont voulu profiter d'une mobilisation de la population civile, d'une population civile, une société civile, pour prétendre prendre un pouvoir, alors qu'ils n'ont jamais pensé un seul instant ce qu'il fallait faire. Voilà, personnellement, ce que je pense. Il faut penser à un changement et cela devra sans doute faire un front immense allant du parti au pouvoir aujourd'hui et des élites, Hutu et Tutsi, où qu'elles soient, qui aiment le Burundi. Sinon, on court vraiment la catastrophe. Professeur Julien Nimobona, je vous rappelle que vous êtes expert en politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Inès.